éthiques, bien sûr, mais aussi éthiques, environnementaux et sociétaux, notamment en ce qui concerne les biais et les usages. Donc, je fais tout ça au sein du laboratoire d'informatique de Grenoble, au GETALP, le groupe d'études en traduction automatique et en traitement automatisé des langues et de la parole, où nous sommes près de 80 personnes, hein, stagiaires compris. Et je suis également titulaire d'une chaire Augmentia portée par la formation Grenoble INP et l'Institut d'intelligence artificielle MIAI, dont je dirige également la partie formation et de manière complémentaire, comme l'a rappelé Baptiste, je suis à présent chargé de mission IA et administration. Donc, dans le prolongement de mes travaux de recherche et de formation, notre stratégie à l'UGA, elle consiste à aborder l'IA, l'intelligence artificielle, de manière expérimentale, hein, non pas comme un simple outil technique, mais comme un véritable sujet de transformation potentielle pour l'université. Donc, nous avons choisi une approche progressive, collective et surtout attentive aux limites de ces technologies. Donc, l'idée est d'abord, c'est pour ça que je dirige la partie formation de MIA, et d'acculturer largement les personnels, afin que chacun et chacune comprennent ce que ces outils peuvent faire, mais aussi ce qu'ils ne peuvent pas faire. J'ajouterai ce qu'ils ne doivent pas faire. Donc, il s'agit ensuite d'accompagner les usages concrets au plus près des besoins des services administratifs, puis d'encadrer ces pratiques, notamment sur des questions de protection des données, de fiabilité, de transparence et de responsabilité humaine. Notre objectif n'est donc pas de remplacer les compétences, mais d'accompagner et parfois de soulager chacun et chacune dans ses missions, en permettant un usage de l'IA avec méthode, discernement et esprit critique. Nous souhaitons également favoriser, lorsque c'est possible, des approches locales, parce qu'elles sont plus contrôlables, plus souveraines, plus respectueuses de la vie privée et des données personnelles que nous manipulons au quotidien. Et aussi plus sobre sur le plan environnemental, puisqu'elle repose sur des modèles plus spécialisés, donc moins gourmands. Et enfin, je finis, c'est aussi une manière de développer des compétences, des emplois, une capacité d'innovation ici, au sein de notre université et de notre territoire, plutôt que de dépendre uniquement de solutions conçues, hébergées et valorisées ailleurs. Donc, on a un certain nombre d'actions que vous voyez sur votre écran. On y reviendra dans les semaines qui viennent, mais maintenant, aujourd'hui, nous allons assister à un webinaire complémentaire. C'est dans ce cadre que nous accueillons aujourd'hui Audrey Vermeulen et Marlène Ayamon. Je remercie très sincèrement d'être avec nous aujourd'hui et je vous laisse la parole à toutes les deux. Merci. Merci beaucoup, Didier. Merci beaucoup, Didier. Marlène, je t'en prie. Et désolé pour ces petits problèmes techniques. À vous de jouer, Jalika. Merci beaucoup. Donc, Marlène Amaillon, je travaille au LICA, Laboratoire d'intelligence collective et artificielle. On est basé à Marseille depuis 8 ans. Et mon rôle au sein de cette organisation, c'est de travailler avec d'autres membres de l'équipe sur des sujets au global d'appropriation de l'IA par des structures privées, des structures publiques, de manière responsable et éthique. Donc, on forme, on facilite des temps de séminaires, de réflexion, et on a l'occasion, comme aujourd'hui, d'intervenir sur des temps plus courts et parfois sur des temps bien plus longs, mais on aura, je pense, l'occasion de voir un peu comment est-ce que ces questions d'appropriation de l'IA, justement, nécessitent de le penser sur du temps un peu plus long. Et je passe la parole à ma collègue Audrey, qui présente également. Alors, Audrey Vermeulen, j'ai cofondé l'ICA il y a 8 ans et entre-temps, j'ai décidé d'aller faire un peu de recherche justement sur ces sujets que nous affectionnons, que sont l'IA d'un point de vue de l'éthique et les questions de coopération et de gouvernance. Et donc, actuellement, je suis en thèse à Aix-Marseille Université, au centre Gilles Gaston-Manger, qui est un centre de philosophie et d'épistémologie, et au LEST, au laboratoire d'économie et de sociologie du travail. Je pense qu'on peut peut-être vous présenter oui, peut-être le LICA, un petit point. On a dit qu'on était à Marseille, mais on a 2 grandes expertises. D'abord, cette question de l'intelligence collective et des gouvernances, sur lesquelles on accompagne énormément d'organisations, des petites et grandes, depuis l'association jusqu'à des institutions nationales et internationales. Et par ailleurs, comme je venais de vous l'expliquer, on travaille aussi beaucoup sur ces questions d'intelligence artificielle éthique. On a par ailleurs aussi créé un lieu qui s'appelle le Tiers Lab des Transitions, qui se situe à Marseille. Donc si par hasard vous passez du côté de Marseille, n'hésitez pas à venir nous rencontrer, c'est un lieu ouvert.
il est possible d'y travailler, d'y déjeuner et d'y découvrir toutes nos activités. Donc, pendant ce webinaire, on va traverser une première partie assez dense, sûrement, peut-être, où l'objectif pour nous, c'est de pouvoir vous redonner de la matière, de la connaissance, du savoir sur où en est l'IA et où en est l'IA aujourd'hui particulièrement. On va faire un point de focus important sur justement, d'un point de vue actualité, que nous dit l'éthique très concrètement de l'IA aujourd'hui dans les faits et appliqué à aussi l'UGA, comment est-ce que ça fait résonner. Et puis on va prendre le temps dans un dernier point sur le côté savoir de revenir sur du très concret, qu'est-ce qu'on peut en retenir en termes de bonnes pratiques au quotidien si on utilise l'IA générative. Et tout au long de cette heure et demie qu'on passe ensemble, l'idée c'est aussi de pouvoir interagir avec vous. Donc, on vous a ouvert avec l'équipe d'Igor la possibilité d'envoyer vos questions, vos réactions à l'adresse mail qui est juste en bas de cette slide, engagement@igor.fr. On vous le remettra si besoin à d'autres moments de la présentation, le lien mail. L'idée pour nous, c'est de pouvoir donc interagir, réagir sur vos questions, vos réactions au fil de l'eau, si ça tombe au bon moment et qu'on n'a pas eu l'occasion d'aborder ces différents points-là. Et sinon, on prendra le temps, s'il reste un petit peu de temps, 5-10 minutes, de faire un petit question-réponse à la fin. Alors peut-être je te laisse prendre la parole, Audrey, sur notre introduction. Avec grand plaisir. C'est une petite introduction, mais pour vous dire d'où on parle et ce que l'on, entre guillemets, ce que l'on porte du côté de l'ICA, c'est par rapport à l'intelligence artificielle qui n'est pas du tout anodin, puisque c'est une transformation, un bouleversement anthropologique majeur quand même dans nos sociétés, c'est d'avoir une posture de responsabilité. C'est-à-dire, ça s'impose, c'est là, l'IA est un fer de lance de plein de transformations. Et on a vraiment une responsabilité individuelle et surtout collective, qu'elle devienne un soutien à l'humanité et aux vivants, c'est-à-dire, et aux générations qui viennent. Donc, pour ce faire, comment est-ce qu'on peut exercer sa responsabilité? Ça nécessite à la fois des savoirs, des moyens et des droits. Donc nous, aujourd'hui, on vient vraiment à l'endroit des savoirs. On va vous dessiner un paysage. Vraiment, l'idée, c'est de vous donner des clés, des grands concepts pour pouvoir un petit peu comprendre où on en est dans ce qu'est l'intelligence artificielle, dans le phénomène et dans ses outils, et pour aller jusqu'à quelques bonnes pratiques et des pistes pour aller plus loin. Vous voyez ça comme une introduction. Alors justement, où est-ce qu'on en est de l'IA aujourd'hui? On vous a remis de manière simple et sobre, mais finalement une définition que l'on aime bien explorer au LICA, c'est celle du journal officiel. Elle reprend deux thématiques intéressantes. L'idée déjà, d'une part, que l'intelligence artificielle, c'est d'abord et avant tout un champ interdisciplinaire, scientifique et pratique, qui cherche à comprendre la cognition humaine, la réflexion, le raisonnement humain, et qui a permis l'émergence de cette technologie, qui est donc une technologie qui cherche à simuler nos raisonnements cognitifs, jusqu'à en arriver aujourd'hui à une technologie capable de nous apporter un soutien, une assistance, voire même de la génération d'idées, etc. Donc on part d'un champ théorique qui vient très très concrètement du coup s'appliquer à nos quotidiens personnels, mais aussi professionnels. Alors, dans les grandes disciplines de l'IA, parce qu'en fait, ce n'est pas l'IA, mais c'est tout un tas de disciplines qui sont mobilisées. Ça a donné tout un tas de champs de recherche également. Celles qui sont majeures aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est notamment l'IA générative, les LLM dont on va parler juste après, mais également la robotique, tout ce qui est système automatisé, c'est-à-dire qu'on a une automatisation grandissante du fait même du génératif, et on vient de passer aussi un cap qui est celui de l'IA agentique. Donc, tout ceci, ça mobilise de nombreuses disciplines, notamment informatique, statistique, dans les neurosciences, dans les sciences cognitives aussi, dans tout ce qui est linguistique, comme le disait Didier, et également psychologique et philosophique sur notamment les questions d'adoption et d'éthique qui sont fondamentales dans le développement à la fois de cette recherche, mais aussi de son application. Et donc la technologie qui sous-tend
les fondations de l'intelligence artificielle, c'est celle du machine learning qui peut sur laquelle ça peut sembler intéressant de s'arrêter 2 minutes, juste parce qu'à partir de cette compréhension-là, on en tire des fils super importants en termes justement d'enjeux éthiques intrinsèques au fonctionnement du machine learning. Donc si on revient très basiquement sur ce schéma-là, le machine learning, c'est l'idée de se dire qu'une IA, elle apprend à partir d'une quantité de données très importante les bonnes instructions pour résoudre une tâche. Ce qu'on entend par là, c'est que si la tâche que je demande à mon petit système d'exécuter, c'est classifier des ciels, par exemple, réalise-moi une classification entre ceci est un ciel, ceci n'est pas un ciel, à partir d'une image que je te donne. C'est ça la tâche à exécuter. Eh bien, pour lui permettre d'atteindre ce résultat, à moi de lui donner un gros corpus de données qui se situe là, qui va effectivement être constitué d'images représentant des ciels avec toutes leurs difficultés de reconnaissance, parce qu'un ciel nuageux ou un ciel grand bleu n'a rien à voir dans les faits, mais aussi des choses qui vont être très différentes, très divergentes. Et le système d'intelligence artificielle va repérer des patterns qui lui permettent de deviner à terme, plutôt de calculer à terme, à partir d'une nouvelle image, si celle-ci est probablement fortement un ciel ou probablement pas du tout un ciel. Et donc, on en arrive à ces résultats finaux, ciel ou pas ciel. Et une fois qu'on a dit ça, on peut atterrir en douceur, mais dans le monde des modèles de langage actuels, qui sont basés sur le même mécanisme, avec une tâche à exécuter qui va être une tâche langagière, comme générer du texte cohérent à partir d'une question que je te pose, ou synthétise-moi, s'il te plaît, ce petit compte-rendu. La quantité de données qui a permis au système d'être entraîné, ce sont donc des informations textuelles qui vont être du registre tout ce que l'on trouve sur Internet, sur toutes les archives du web, aussi bien sur les bons vieux forums Reddit que la presse internationale ou évidemment des données issues de la recherche. Et le système agit toujours sur cette idée de probabilité pour me proposer la fin de phrase qui ira la mieux après le ciel est. Donc là déjà, on a commencé à poser quelques mots-clés qui vont revenir pas mal dans la suite de notre présentation. Alors, justement, ces large language models ont pu être nommés aussi perroquets stochastiques. C'était une manière aussi de montrer quelles sont les limites de ces modèles qui, en eux-mêmes, en fait, viennent recoller de manière donc probabiliste, c'est-à-dire qu'est-ce qui est le plus probable dans la chaîne de caractères, ce qu'on appelle des fragments de langage, que sont les tokens. Alors, ça ressemble à juste quelques fragments de mots ou des mots très courts. Et c'est à partir de ce qu'ils ont observé dans leurs données d'entraînement. Donc, on voit bien leurs limites. C'est à la fois la dépendance qu'ils ont au corpus, c'est-à-dire que c'est le corpus qui va donner ses biais à tout l'entraînement. Et derrière, cette question qui est, c'est un discours qui a l'air extrêmement plausible, mais qui n'a pas de sens ni du vrai. Il n'y a pas de sens commun derrière. C'est pour ça que le perroquet est une image qui aide bien, parce qu'un perroquet imite parfaitement le langage humain sans en avoir aucune compréhension. On peut aussi aller chercher celui de l'ornithologue qui va confondre des oiseaux rares avec des créatures mythologiques, ou le conteur qui va rajouter des détails pour rendre son histoire un peu plus croustillante. Vous voyez, c'est là où il y a des failles et des risques. Alors aujourd'hui, évidemment, les LLM d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier. Leurs hallucinations sont beaucoup plus fines, donc c'est beaucoup moins grossier, mais malheureusement, plus c'est fin, plus c'est difficile à détecter. Donc on peut se retrouver, quand on est justement à utiliser ces modèles aujourd'hui, avec des micro-hallucinations. Est-ce que tu peux revenir sur les hallucinations, justement, Audrey? Ah oui, les hallucinations. Les hallucinations, c'est justement le fait de rajouter des détails croustillants. C'est-à-dire que ces langages n'ayant pas de sens du vrai, ils vont donner du probable. Donc, si vous demandez la couleur d'un œuf de vache, les œufs de vache sont blancs. Voilà.
C'était un cas classique. Aujourd'hui, on ne retrouve plus ces grosses hallucinations, mais quand vous allez faire de la recherche ou vous allez travailler sur des textes, il va vous envoyer des choses probables sur l'auteur de tel ou tel corpus, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc, il faut être extrêmement vigilant parce que finalement, la détection des erreurs et donc des choses fabriquées est plus difficile aujourd'hui. Ça devient de plus en plus difficile et de plus en plus, du coup, subtil, d'où l'importance d'avoir une bonne connaissance du sujet et de ne pas négliger le temps à passer à relire. Tout à fait. Donc aujourd'hui, concrètement, quand on parle de ces fameux modèles de langage que tu abordais, Audrey, on a un panorama international qui regroupe évidemment, on le citait au début, les grands acteurs américains qui ont été les premiers à sortir des modèles démocratisés grand public avec OpenAI et ChatGPT. Derrière, ont suivi dans cette course effrénée dans laquelle on est toujours des concurrents, toujours sur le sol américain, comme Claude de la société Anthropic, qui est issu, Claude, Anthropic étant issu lui-même de personnes qui se sont extraits de la société OpenAI parce qu'il y avait déjà des dissensus sur le fond et sur l'éthique des modèles économiques de ChatGPT. On a évidemment la sphère Google qui a créé donc son interface Gemini, modèle de langage accessible par tous pour tous et qui s'appuie sur la force phénoménale de Google à capter la donnée, depuis toujours et encore plus maintenant avec Gemini. On va avoir des modèles chez Meta, la maison mère de Facebook, Instagram, etc., que l'on retrouve dans nos téléphones, sur nos WhatsApp et compagnie. On a évidemment chez Microsoft l'équivalent qui s'appelle Copilot. Et on va avoir, par exemple, produit là, conçu par XAI, porté par Elon Musk, Grok, qui lui est accessible directement sur Twitter, mais aussi sur son interface dédiée. Et on ne va pas rentrer dans chacun d'entre eux, mais déjà, rien que là, on pourrait dresser des portraits types, des identités culturelles de chacun de ces outils particuliers qui, déjà, Audrey parlait de biais tout à l'heure, portent en eux-mêmes une vision du monde. Typiquement, ça, c'est connu, mais Elon Musk a une vision très liberté d'expression dans tous les sens du monde, qu'il a proprement intégré dans Grok, qui vous permettrait d'aller sur des débats très tranchés d'un extrême à l'autre du spectre politique, ce que d'autres modèles de langage vont beaucoup moins vous amener à faire, voire même censurer ses propres réponses. Donc ça, c'est sur le volet déjà culturel et intrinsèquement lié à ces modèles-là, qui sont bien des modèles derrière conçus par des humains. Et côté européen et français, on s'arrêtera surtout sur et la France et la Suisse. Donc vous connaissez Mistral, qui d'ailleurs a changé le nom de son interface modèle de langage, qui s'appelle Vibe maintenant. Très intéressante, de plus en plus performante. Et puis chez les Suisses, on a deux outils qui nécessitent de passer un tout petit peu de temps pour des raisons éthiques. Ce sont les seuls, notamment Euria, qui commencent à pousser le curseur de l'enjeu environnemental un peu plus loin et de prendre quelques engagements sur le volet environnemental. Et côté chinois, on a évidemment aussi des grands acteurs, l'État chinois étant, comme l'État américain, un gros investisseur du domaine, avec Qwen et DeepSeek qui cherchent à talonner l'ensemble des autres concurrents. Voilà déjà le portrait global. Et tout à l'heure, on le mentionnait, plus on avance dans les fonctionnalités et les nouvelles versions qui sortent de ces modèles de langage, plus on va vers ce qu'on appelle de l'agentique, une IA agentique. Au départ, et d'ailleurs c'est le cas de la plupart d'entre nous, on agit avec un assistant conversationnel. C'est une réponse, une conversation, voilà, qui déjà est bien suffisante pour la plupart de nos usages. Mais l'idée des concepteurs que l'on a adressés juste avant, là, c'est de permettre à des systèmes d'IA d'être de plus en plus autonomes sur les tâches qu'on leur demande d'exécuter. Il y a toujours cette notion de tâche. Par exemple, l'idée pourrait être de se dire demain, tout service après-vente de toute chaîne d'hôtels existantes dans le monde serait entièrement automatisé
par des IA qui sont capables d'interagir de A à Z, aussi bien avec les clients en ligne, les clients téléphoniques, qu'avec tout le système informatique de réservation, de suivi client, etc., de ces entreprises en question. Donc, plus on avance, plus cette tendance se renforce. Donc, quand vous entendez parler d'agents IA, c'est ça qu'on veut dire. On parle de workflow, c'est-à-dire d'un process automatisable le plus possible, de manière à ce que l'IA agisse de manière autonome. Et maintenant, du coup, rentrons dans le sujet des enjeux. Bon, il y en a pas mal, on a commencé à en aborder un certain nombre. Je me lance. Vas-y, Audrey. Ah oui. Eh ben, justement, on vient de parler des niveaux d'agentivité. On va prendre le cas, juste pour avoir un petit peu, voilà, petite étude de cas sur ce qui se passe du côté du véhicule autonome. C'est parti justement de l'intelligence artificielle également. Dernièrement, donc en septembre 2025, une loi est passée. On a l'autorisation au niveau des Nations Unies pour qu'en Europe, on puisse mettre en place ce qu'on appelle le niveau 3. Donc vous allez du niveau 0 où il n'y a pas d'automatisation, notre bonne vieille voiture. Et aujourd'hui, on est souvent avec un niveau 1, un niveau 2. Et sur certains modèles, notamment Tesla et toutes les nouvelles motorisations électriques, vont se retrouver avec des automatisations conditionnelles. Donc, ça veut dire que pendant un certain temps, sur l'autoroute, la plupart du temps, et sur les embouteillages, vous avez le droit de lâcher le volant. Et ça vient de sortir. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas encore tout à fait diffusé, mais dans d'autres endroits, on a un petit peu plus de recul et on se rend compte que la difficulté du niveau 3, c'est que ça peut potentiellement, a priori, être plus problématique que les niveaux d'au-dessus. Il y a un paradoxe attentionnel qui se situe à devoir lâcher la main, mais de rester responsable et vigilant. Je ne sais pas vous, mais moi, si je dois lâcher le volant, écouter un peu la radio, 5 minutes, 10 minutes, ça va passer. Au bout d'une demi-heure, ça peut commencer à être problématique, un peu plus également. Donc, il y a vraiment un problème attentionnel et on se retrouve finalement à se poser la question. Là, c'est en cours. Il y a des études qui ont été faites. Les premières qui étaient faites au préalable montraient justement ce paradoxe attentionnel. On va voir ce qui se passe. Mais ceci est une bonne introduction sur ce qui se passe en fait finalement pour l'ensemble de l'intelligence artificielle. Alors, je vais attendre qu'on change de slide. Oui. Hop, ça arrive, voilà. Moi, j'appelle ça ce qu'on appelle la zone grise. C'est une zone de turbulence. Petit exposé de ce qu'on appelle le dilemme de Coleridge, qui a été formulé justement par David Coleridge en 1980 concernant la technologie, c'est que quand il s'agit de réglementer, de réguler une technologie, on se retrouve face à une double contrainte. C'est que pour pouvoir réguler une technologie, ses impacts, et qu'il se soit facilement prédit, il faut que la technologie soit relativement développée et utilisée, qu'elle se soit répandue. Cependant, plus elle se répand, plus ça s'impacte, plus il devient difficile de mettre en place un contrôle ou de changer la manière avec laquelle elle s'est enracinée. Et la difficulté majeure que l'on a avec l'intelligence artificielle, c'est que ce n'est pas une technologie comme les autres. C'est une technologie qui a un niveau de transformation et d'évolution qui est exponentiel. Aujourd'hui, les autorités de régulation sont structurellement assez lentes. C'est fait exprès, c'est nécessaire en fait qu'il y ait une certaine lenteur à cet endroit-là. Mais on se retrouve avec en fait un paradoxe très fort d'un grand besoin de réflexion sur la régulation et une vitesse qui ne va pas du tout au niveau de la production. Donc aujourd'hui, quand vous êtes sur un modèle frontière, c'est-à-dire les plus développés, on va se retrouver avec des capacités qui, en elles seules, déjà, posent plein de questions sur des questions de sécurité, notamment de cybersécurité. On a un cas quand même qui est assez marquant du fait d'avoir un retrait de Mythos par Anthropic il y a quelque temps pour parce que celui-ci était tellement performant pour détecter les failles de cybersécurité qu'ils ne l'ont pas diffusé et ils l'ont donné en fait finalement à de grandes institutions pour qu'elles aient le temps de l'utiliser pour travailler leur sécurité avant d'ouvrir. Et au moment où ils ont voulu ouvrir ce modèle, c'est là où Trump a décidé d'empêcher justement la diffusion du modèle en dehors des personnes de nationalité américaine. Donc, ça pose vraiment des questions d'enjeux internationaux qui ne sont pas du tout anodins. Et donc, moi, j'appelle ça cette zone de turbulence. Ça peut secouer, on ne sait pas combien de temps, parce que justement, on est dans une période mouvante d'évolution. Donc, ce que l'on va vous dire aujourd'hui n'a peut-être une durée de validité que quelques semaines, de quelques mois.
On ne sait pas enfin voilà, la vitesse à laquelle tout ça évolue. Et donc, on a des grands enjeux qui sont associés à tout ça. Le premier, c'est peut-être l'alignement. Entre deux Petite question. Oui, c'est de rappeler, si vous avez une question, une suggestion de remarque, etc., d'écrire à engagement@igor.fr. On reverra l'adresse mail un peu plus tard, mais je le dis là, si jamais. Oui, c'est une bonne idée parce qu'on arrive sur des sujets qui, justement, en général, sollicitent des idées ou en tout cas des questions. Alors évidemment, là, on est sur du balayage, donc on ne va pas rentrer dans le détail. Et il y aurait 1000 choses à dire et des heures sur chacun de ces sujets, évidemment. L'alignement, qu'est-ce que c'est? C'est une des premières préoccupations. C'est le fait que les IA qu'on produit, en fait, elles respectent les valeurs et soit au service, justement, des humains et d'une certaine éthique. Et donc aujourd'hui, ça, ce sont de vraies questions de comment est-ce qu'on intègre dans la production et le design des modèles cette éthique et comment est-ce que celle-ci respecte finalement nos besoins. Et c'est là où d'ailleurs ma thèse se situe. Ensuite, il y a la question de la sécurité et de la géopolitique. C'est un champ majeur de la compétition internationale aujourd'hui sur le plan militaire, sur le plan économique, sur la tension sur les ressources. C'est vraiment quelque chose qui modèle la géopolitique actuelle. Avec ça, il y a les questions d'autonomie et de souveraineté. Plus on se retrouve avec une IA autonome, plus elle devient un instrument de puissance, notamment sur les enjeux militaires et informationnels. Et d'un autre côté, on a aussi ces questions du coup de dépendance technologique et donc par là de souveraineté. C'est comment est-ce que nous-mêmes, nous ne sommes pas finalement impactés par la dépendance, notamment à des grands modèles qui seraient implémentés sur d'autres sols que le nôtre. Les enjeux d'économie et de droit sont assez connus également, ça transforme la concentration de la valeur, il y a des monopoles qui existent, l'asymétrie entre le nord et le sud mondial se renforce, on va avoir comme ça des difficultés croissantes de régulation du fait notamment sur les données personnelles, la propriété intellectuelle et ce qu'on appelle le digital labor. Voilà. Et enfin, peut-être un gros sur cette slide, ce qui est important, c'est ces questions d'influence et de démocratie, avec ces outils qui sont extrêmement puissants sur la fabrication narrative et sur la fabrication d'images, sur la fabrication en fait d'éléments. On peut avoir des effets d'influence et de manipulation qui sont très gros. Alors, soit dans la manière avec laquelle on va vous produire du contenu ou vous le recommander, et on va avoir des choses beaucoup plus subtiles que sont le nudging, où on va vraiment avoir des constructions, des conceptions de systèmes, soit pour créer l'addiction, soit pour récupérer vos données, soit justement pour vous faire penser politiquement d'une manière ou d'une autre. Et on a pu avoir des études assez marquantes, la manière avec laquelle un LLM juste de suggestion de mail, pour, vous savez, l'autocomplétion, les mots en plus dans votre mail, eh bien l'usage de ça pendant 3 mois transforme déjà la manière avec laquelle vous percevez certains éléments sur le champ politique. C'est pas du tout anodin. Et donc, d'autres gros enjeux qui vont avec, donc hop, slide d'après, ce sont les questions de substitution. Comment est-ce que ces systèmes d'intelligence artificielle viennent remplacer, alors la question du travail, évidemment, qui est très liée à l'économie, mais aussi nos compétences et nos capacités. C'est-à-dire comment est-ce que cognitivement, on a le fait de transférer, c'est l'effet GPS. À chaque fois, on se défait d'une compétence que l'on n'entraîne plus et on se retrouve finalement avec une forme de dépendance cognitive. Ça pose des questions sur ce qu'on appelle, nous, en philosophie, la puissance individuelle. C'est qu'est-ce que l'on est capable de faire. De là, il y a aussi des relations d'altérité. Il y a de nombreuses personnes qui finissent par nouer des relations d'une manière ou d'une autre avec leurs IA. Les chiffres sont alarmants et c'est pas du tout anodin de se retrouver en discussion avec quelque chose qui fabrique une relation qui est extrêmement complaisante à votre endroit. C'est-à-dire que jamais, à aucun moment, il va vous remettre en question. Là où l'altérité sert justement à avoir un peu de distance critique et, je dirais, un peu plus rugueux. Mais du coup, ça pose vraiment des questions sociales. Les enjeux sociaux sur les inégalités, sur tout ce qui va être discriminatoire, notamment aussi dans le fait d'avoir une discrimination énorme entre le digital d'abord, les travailleurs du clic cachés, derrière aussi tout ce qui va être fabrication de deepfake, de porno deepfake, avec des attaques notamment sexistes dans la fabrication d'images sur Internet, mettant en scène de manière tout à fait dégradante certaines personnes. On va avoir les grands, peut-être c'est un des plus gros sujets, la question environnementale,
la question justement du futur, de la soutenabilité de tous ces systèmes. Et on se rend bien compte aujourd'hui que l'impact de la production IA mondiale est extrêmement importante, à la fois sur la production de carbone et sur la consommation d'énergie. Elle la joue énormément aussi sur les enjeux géopolitiques autour des ressources. Donc, ce n'est pas du tout non plus anodin cet endroit-là. Et enfin, le petit dernier qu'on oublie parfois, ce sont les enjeux épistémiques et culturels. Quand les modèles ne sont pas transparents, quand vous avez des questions de responsabilité, je pense en médecine ou en recherche, c'est pas forcément très clair non plus de savoir en fait le niveau de confiance qu'on peut faire, comment est-ce qu'on applique ça. Donc ça, c'est question épistémique. Et culturelle, c'est qu'on se retrouve avec une forme d'uniformisation, d'homogénéisation de la production. Et donc, plus on lit des choses homogènes, en fait, moins on a de diversité culturelle et cognitive. Donc, on a un appauvrissement général qui peut suivre justement cette généralisation de la production de contenu sur l'espace de ce que l'on lit. Et du coup, on peut atterrir, une fois qu'on a revu ces grands chapitres des enjeux éthiques, ce grand panorama de l'IA générative, de l'IA de manière générale, de l'IA générative qui l'amène encore un peu plus loin, le sujet des enjeux éthiques. Et dès lors qu'on se repositionne à l'échelle d'une organisation, la question se pose de quelle IA veut-on en interne? Surtout, quelle transformation veut-on qu'elle amène en interne? Parce que c'est assez insidieux la manière dont elle transforme nos métiers, nos compétences, notre rapport à l'autre, notre rapport à soi-même. C'est ce que disait Audrey juste avant sur ce rapport à sa propre connaissance, voire même un rapport à sa confiance en soi professionnelle. Et je vous invite à regarder les quelques sources qu'on vous a mis en bas de cette diapo. C'est très intéressant, notamment ce qui ressort de l'analyse de controverse là tout en bas de 2025, avec ces deux termes, aliénation versus capacitation. Si on laissait faire l'intégration de cette technologie révolutionnaire qu'est l'IA, on peut, sans l'encadrer, tomber dans une forme d'aliénation, c'est-à-dire de dépendance, de perte d'autonomie, de perte de ses compétences. Bref, donc ce volet que tu adressais tout à l'heure, Audrey, de perte du lien à l'autre, voire même parfois de perte du lien à soi-même, à sa propre capacité à monter en compétences, etc. Mais on a aussi des sujets qui arrivent là avec des études assez récentes d'intensification du travail. Il y a un peu le vernis global sur l'IA qui est de penser qu'elle est là pour nous faciliter la vie et nous faire gagner du temps. Mais le fait est qu'on est dans une modalité de travail générale qui tend à combler le vide. Donc, si l'on n'anticipe pas ce que l'on fait de ce temps libéré grâce à l'IA, on le remplit avec d'autant plus de tâches à accomplir. Et le risque d'intensification au travail, de burn-out lié à l'IA est loin d'être négligeable. C'est un vrai sujet là de gouvernance du coup et de vision un peu long-termiste des impacts de l'IA dans sa structure, au-delà de parler des impacts de l'IA de manière très générale. On parle même ici d'AI Brain Fry. Alors ça, c'est sorti il y a 2 mois par Harvard et le BCG, qui ont en fait extrait d'une étude basée sur un ensemble de cadres, de techniciens qui utilisent l'IA au quotidien et ont vu que pour certains qui l'utilisent de manière vraiment intensive, la capacité cognitive est atteinte. Pas tant l'intelligence en soi, mais la création d'un effet de brouillard mental dû à un usage massif de ces tâches parallèles qui, du coup, certes, nous font gagner du temps parce que je fais faire par de l'IA qui fonctionne sur un mode autonome que je pilote, mais qui va tellement vite que cognitivement, je suis surchargée. Donc cet effet-là, AI Brain Fry, c'est comme un nouveau terme qui apparaît dans l'univers de la santé mentale, mais qui est intéressant à observer un peu comme signal faible de ce qui se passe en ce moment avec l'intégration de l'IA. Donc, admettons, ça pourrait tendre vers ça,
Mais si on prend en compte ce qu'on vient de voir là depuis tout à l'heure, on peut considérer au contraire qu'on veut une IA capacitante, à l'inverse. Donc, qui renforce, qui soutient le travail humain, qui soutient l'énergie humaine, qui donc lui permet au contraire de réduire sa fatigue mentale, parce qu'elle agit comme un assistant, un copilote. On dit bien copilote, c'est-à-dire que je suis à la manœuvre et elle agit à mon service et selon mes indications, l'intelligence artificielle. Et elle, libération du temps, ça on en a parlé, et elle agit aussi en faveur du sens à mon travail. On parle encore assez peu de cette notion de sens au travail et IA, mais regardez, si demain, prenons le cas des développeurs, un développeur qui a appris pendant 15 ans à coder, qui considère ça comme de l'artisanat, découvre qu'effectivement, l'IA est capable, de manière tellement plus efficace que lui, de coder. Et que lui ou elle, développeur, développeuse, va avoir donc un rôle d'architecte, de contrôleur, contrôleuse. Mais à terme, quid de la motivation de ce qui faisait le cœur de son plaisir au travail, de ces questions de sens, de valeur qu'on accorde à son travail. Donc, parler de copilotage de l'IA sur des tâches de son métier, oui, mais comment est-ce qu'on préserve l'humain et la valeur qu'il accorde à son travail? Donc, rendre l'IA au service de l'humain, c'est se poser toutes ces questions, qui sont des questions de gouvernance et aussi un peu des questions philosophiques, mais des questions de responsabilité. Hein. C'est vraiment le terme qu'on abordait au début et qui revient là. Alors, on vous a du coup parlé des grandes lignes, des grands chapitres. Et on va revenir sur quelques chiffres. Notamment, on va démarrer, il me semble, par les questions environnementales que tu abordais tout à l'heure, Audrey. Qu'on a du mal à déterminer avec l'IA, c'est concrètement qu'est-ce que ça coûte d'un point de vue environnemental. Et c'est bien normal qu'on ait du mal à le déterminer parce qu'il y a un réel, il y a plusieurs facteurs qui le font. C'est que, premièrement, peu de transparence sur ce point de la part des grands acteurs concepteurs de ces modèles qui ont peu intérêt à communiquer à qui veut bien l'entendre le poids de l'impact énergétique environnemental. Et deuxièmement, c'est ce que disait Audrey aussi tout à l'heure, ça va tellement vite que tous les 2 mois, chaque modèle évoluant, eh bien, il faudrait réévaluer, réauditer ce nouveau modèle qui va bien plus vite. C'est une question de rapidité, là encore, que ce qu'on est capable à échelle humaine d'étudier. Donc, il y a des acteurs associatifs, recherche, qui travaillent à établir le plus régulièrement possible des calculs. Donc là, par exemple, c'est ce qui s'affiche sur cette diapo. Déjà, ce qu'on peut observer, c'est que générer du texte, comme on l'a à gauche, générer une image au milieu ou générer une vidéo, c'est pas comparable du tout. Voire même générer du texte selon ce que l'on demande à l'IA, c'est même pas comparable. Par exemple, demander à l'IA une recette de cuisine de cookies sans gluten et demander à l'IA de produire un livre entier de recettes qui pourraient s'adresser sur un chapitre 1 à des enfants, chapitre 2 à des adultes, etc., on ne mobilise pas du tout la même quantité de tokens, d'éléments de réponse, et on ne mobilise pas le même genre d'algorithme dans le modèle qui va aller là pousser ses recherches beaucoup plus loin, Deep Search, qui va pousser son modèle sur du raisonnement. Là, sans rentrer dans le détail, du coup, on n'est pas juste sur une réponse simple. Donc, ce qui nous donne déjà d'un modèle à l'autre pas les mêmes résultats et d'un type de demande à l'autre pas les mêmes résultats. Donc là, par exemple, le petit modèle de chez Llama, c'est comme si une requête. C'est comme si on avait 0,1 seconde d'utilisation d'un four micro-ondes. Et un modèle plus gros qui mobilise plus de ressources parce qu'il est plus complexe, on est à 8 secondes de micro-ondes. C'est pour donner voilà, un ordre de grandeur. Et si on prend notre comparaison micro-ondes, là, un modèle de génération d'images bien diffusée qui s'appelle Stable Diffusion, justement, lui, sur une image médium, standard, de carré, quoi, 1024 pixels, là, finalement, on est à moins de poids qu'un texte généré sur Llama, mais un texte un peu complexe. Donc là aussi, ça pose énormément de questions.
comparons ce qui est comparable. Et donc, c'est subtil. Et alors, la vidéo, n'en parlons même pas. La vidéo est déjà un sujet, le streaming de manière générale, sans même parler d'IA en termes d'empreinte environnementale. Donc, la génération de vidéos par IA, c'est massif. Là, on serait sur un modèle qui serait celui de Zhifu AI, 1 heure d'utilisation de four micro-ondes pour une vidéo de 5 secondes. On a bien dit 5 secondes. Et on n'est pas sur un film hollywoodien avec des grands effets spéciaux. Donc, déjà là-dessus, l'impact est réel. Les statistiques qui sortent, prenez avec des pincettes et regardons plutôt des sources comme celles-ci qui sont vraiment très fiables et qui doivent être, elles aussi, être mises à jour très régulièrement. Et ensuite, si on regarde du côté du futur, qu'est-ce que ça nous donne? En fait, c'est intéressant de regarder l'empreinte environnementale de l'IA, mais à échelle plus globale, à échelle du développement de l'IA, des projections. Il y en a pas mal qui sont produites, notamment là, c'est celle du Shift, mais vous pouvez du Shift Project, donc qui sort régulièrement des rapports sur les évolutions économiques, marché du numérique, et donc avec l'IA en gros sujet. L'ADEME aussi fait des choses intéressantes. Donc ce qu'on voit là, c'est l'évolution de la consommation électrique des centres de données. Les centres de données ou data centers, qui servent à la fois à entraîner, à stocker la donnée des modèles de langage, de l'IA de manière générale. On voit que dans tous les cas, la consommation électrique en bleu foncé, elle était vouée dans les projections à augmenter même sans IA. Là, c'est la part hors IA. Et si on ajoute la part qui concerne l'usage IA des data centers, là, on voit qu'en 2035, en fait, les data centers, c'est plus de la moitié une empreinte qui est due à l'IA. Et vous voyez cette courbe, comme elle est exponentielle. Et encore, ce qu'on pourrait même se dire, c'est que c'est minimisé à l'échelle mondiale et que ça ne reste que des projections. En tout cas, c'est intéressant et important de l'avoir bien en tête, cette question de soutenabilité. Un autre point qui était intéressant de vous amener aujourd'hui, alors on a parlé du coup de l'enjeu environnemental, des projections que ça amène. Il y a aussi un état des lieux à faire sur les chiffres autour de l'adoption de l'IA. Quand on parle d'adoption, ce terme signifie le fait d'utiliser l'IA au quotidien, concrètement, dans vos mains, vous utilisateurs. Combien de pourcents des utilisateurs salariés, employés français utilisent l'IA aujourd'hui? Alors, il y en a déjà un grand nombre, mais ce qui est intéressant de regarder, c'est ceci. Ceux qui l'utilisent sont... Bon, je reprends. Je voulais dire 58% des Français utilisent l'IA dans le cadre professionnel, au travail donc, mais en dehors de tout cadre officiel défini par leur employeur. 58% donc des salariés, employés, agents utilisent l'IA sans cadre. Ouais, Audrey. Je vais faire une petite précision, c'est 58% des gens qui utilisent de l'IA. C'est-à-dire que le nombre de gens qui utilisent de l'IA est massif, mais on n'a pas les données, mais c'est massif. Et parmi ceux-là, il y en a à peu près un peu plus de la moitié qui le font de manière masquée. Tout à fait, ouais, merci de préciser, tu as raison. Et ça a un terme qui est anglais, comme beaucoup dans l'IA, le shadow AI, donc les usages de l'ombre de l'IA. Et en fait, c'est massif. Toutes les entreprises, les organisations publiques sont concernées parce que ça va plus vite que la capacité à pouvoir prendre le temps de prendre des décisions sur l'IA. Et ça nous refait atterrir sur ce qu'on a pu aborder du coup pendant cette première partie, qui sont ces fameux grands enjeux de l'IA. Là, vous voyez ici quel risque de l'IA, quel risque le shadow AI peut entraîner dans nos organisations. Bien, on retrouve cette question de fuite de données, de la donnée sensible potentiellement, de la donnée confidentielle, de la donnée de propriété intellectuelle. Il y a vraiment des enjeux de données très, très importants, sans même parler des risques de cybersécurité sur le sujet de la donnée. Des risques relatifs donc au RGPD et aux non-conformités du RGPD, parce que la règle de l'anonymisation
par exemple, n'est pas connu par tout le monde. Même revenir sur les principes du RGPD, c'est revenir sur des bases que plein de gens ne maîtrisent pas et c'est normal, il y a besoin de recyclage là-dessus. Est-ce que tu voulais, toi, Audrey, insister sur certains points peut-être de cette... Oui. Ouais, vas-y. Effectivement. N'hésitez pas d'ailleurs à nous envoyer vos petits commentaires et questions à engagement@igor.fr. Dans le cas du travail dans les universités, c'est encore moins anodin de faire du shadow AI parce que les universités sont des cibles préférées dans ce qu'on appelle la cyberguerre. C'est-à-dire qu'elles subissent un nombre d'attaques assez importantes et notamment le shadow AI est un endroit aussi où on peut laisser fuiter des données. Qui peuvent devenir très sensibles. Donc, il y a une vigilance accrue à avoir quand on travaille dans une université. Alors, à l'endroit de l'administration, encore plus. Donc, j'imagine que vous avez déjà vos chartes sur justement le respect des données, mais avoir vraiment une vigilance à ne pas utiliser des moteurs en dehors du cadre, c'est vraiment fondamental, notamment parce qu'il y a des enjeux qui sont de cybersécurité. Alors, j'imagine que là aussi, vous avez tout un champ et on ne sait pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est une vigilance particulière à l'endroit de vos métiers. Le shadow AI est problématique pour tous, en particulier quand on a des données sensibles, et c'est votre cas, et en particulier parce qu'on est dans des universités. C'est pareil pour la médecine, peut-être même encore pire, mais quand il y a des cyberattaques, les premiers endroits sont justement les lieux de production de la santé et du savoir. C'est pour ça qu'on vous a posé ces termes de désalignement éthique et stratégique. En fait, toute organisation a de manière plus ou moins formalisée une éthique, une charte éthique, un socle de valeurs qui nécessite, là, dans le cadre de l'IA, d'être reposée, réaffermie et transformée en règles pratico-pratiques, mais qui permettent du coup d'éviter de tomber dans les écueils que tu citais, Audrey. Et puis un point qui peut-être aussi mériterait d'être rementionné là, c'est encore une fois les risques d'hallucination, les risques réputationnels en cas donc d'erreur diffusée à l'extérieur comme à l'intérieur d'ailleurs de son organisation, particulièrement évidemment dans le cadre de la recherche, mais de manière générale dans le champ professionnel. Et pour vous donner un exemple concret, ça s'est passé en janvier, ça a été en tout cas médiatisé en janvier 2026, grand cabinet Deloitte, qui était mandaté par le gouvernement australien pour produire une étude sur l'impact du numérique, de la transformation organisationnelle de l'État en question, avec évidemment la question de l'IA dedans, mais voilà, grande étude de conseil qui se chiffrait à 200 000 $. Il s'avère que, une fois l'étude sortie, les lecteurs se sont rendus compte qu'il y avait énormément d'erreurs dans les sources, dans les noms, dans les chiffres, bref, plein de petites erreurs qui, lues sans faire attention, pouvaient paraître plausibles. On est encore sur cette question de probabilité, mais qui ont valu un énorme enjeu réputationnel à Deloitte, qui évidemment derrière met vraiment en jeu sa crédibilité, surtout que c'est un acteur qui agit dans le secteur du numérique. Donc c'est pour vous donner vraiment l'idée que même ceux qui savent se prennent les pieds dans le tapis. Donc cette notion de responsabilité là encore, de relecture, de vérification, d'intelligence collective, de partage, même de cette matière qui est produite par l'IA entre humains, est essentielle. Par ailleurs, on a donc évoqué là, les questions environnementales, les questions d'amplification des risques avec le Shadow AI. Maintenant, l'autre enjeu qu'on voulait vous partager, c'était celui de la projection sur l'automatisation des métiers. On a abordé tout à l'heure l'émergence de ces agents, les agents IA qui donc sont capables en autonomie avec un contrôle humain, a priori, a posteriori, au milieu, en fonction des process qui sont définis. Mais donc là-dessus, on voit qu'à ce stade, un tiers de plus de 2000 entreprises dans une grosse quantité de pays dans le monde, donc sondées par le MIT, ont déjà commencé à mettre en place des agents IA. On n'a pas encore forcément aujourd'hui de données sur l'efficacité
Il y en a un peu dans tous les sens. Certains disent c'est très efficace, d'autres en fait ça nous a amené à plus d'erreurs et plus de temps perdu que de temps gagné pour des sujets justement d'écueil, de contrôle, de vérification ou de manque d'explicabilité des réponses de l'IA. Mais si on regarde sur des tâches du coup qui vont être des métiers qui vont être des métiers cognitifs, en tout cas qui manipulent de la connaissance, qui manipulent de l'information, qui sont sur écran d'ordinateur, qui sont en lien avec ce qui peut être du contenu écrit. Je pourrais décrire mon métier, hein, c'est plus ou moins ce que l'on fait dès lors qu'on est en fait dans le tertiaire. On a aussi des chiffres là qui donnent à voir des projections. Quels sont les métiers les plus exposés à l'automatisation? Alors si, avec la précédente révolution industrielle, c'était clairement les métiers manuels, techniques, qui étaient exposés à l'automatisation, là c'est la bascule qui se fait à l'inverse. Et là on voit plutôt des chiffres, pareil, hein, qui mériteront d'être observés dans les prochains mois, mais l'ingénierie et l'informatique, 29% de leurs tâches sont exposées à l'automatisation. Pour tout ce qui va être profession juridique et financière, métier de la création et du contenu, création visuelle, création audiovisuelle ou écrite. Pour le management et les rôles administratifs, on est sur cette fourchette entre 24 du coup et 27%, ce qui ne veut pas dire remplacement. C'est là où il faut faire attention du coup à ce que ça amène en termes de projection, mais ce qui veut dire qu'il y a un copilotage possible et donc un encadrement nécessaire pour que ça se passe bien et qu'on tombe du coup dans un fonctionnement capacitant de l'IA pour l'humain. Je pense qu'on a pu presque faire le tour. Ah, il reste encore quelques petites données sur l'état des lieux. Un point important qui était aussi à mentionner, c'est l'évolution des organisations, des équipes avec l'arrivée de l'IA. Et ce qu'on peut observer dans les différentes études qui sortent ces 2 dernières années, c'est, on pourrait dire, la seniorisation des métiers. En gros, ce qu'on observe, c'est qu'un travailleur déjà très expert et déjà sachant avec de l'expérience, si on veut résumer, sera d'autant plus performant qu'avec de l'IA. Tandis qu'un junior qui arrive verra ses tâches d'apprentissage progressif sur son métier réduites parce que plus facilement réalisable par de l'IA, parce que plus facilement automatisable. Et ce qui ressort donc de l'impact de l'IA dans une équipe, c'est la nécessité pour les personnes d'être outillées sur le champ de leurs soft skills. C'est cette fameuse capacité à utiliser ton esprit critique, à collaborer avec autrui, à faire preuve de créativité, plus que finalement à être dans le savoir-faire initial, même s'il reste encore une fois très important et nécessaire pour conserver le savoir-faire, l'expertise d'une organisation. Mais les deux sont quasiment équivalentes, enfin l'étaient déjà, mais en tout cas ça remet ça sur le devant de la scène. Ah, un dernier point qu'on voulait vous mentionner, celui-ci. Je te laisse peut-être nous expliquer, Audrey. Ouais, ça marche, je prends. Comme je vous le disais, c'est un bouleversement anthropologique et on observe, il ne faut pas penser l'IA comme un simple outil et c'est l'usage qui va la définir. Non, c'est vraiment des questions qui se posent de conception et de manière avec laquelle on rentre en relation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut considérer que c'est une forme très spécifique d'altérité qui vient avec une forme de conscience, de conscience sans volonté. Pardon, l'inverse, de volonté sans conscience, c'est-à-dire qu'on a des processus qui ont des finalités, mais qui n'ont pas de conscience de leur propre, justement, de ce qu'ils font. Et ça fabrique, non pas un ami imaginaire, comme on pourrait l'avoir quand, justement, on commence à discuter avec un chat, mais plutôt une sorte de miroir déformant et complaisant. Et donc, déformant dans le sens où il concerne des biais,
miroir parce qu'en fait, il vous renvoie vous-même. C'est-à-dire qu'un prompt, n'importe quoi, quand vous utilisez un chat, il construit à partir de ce que vous dites et il est complaisant parce qu'ils sont entre guillemets programmés pour être complaisants. Donc c'est dangereux dans le sens où aujourd'hui, surtout chez les jeunes, c'est un phénomène pas du tout anodin chez les jeunes. Près de la moitié des 18-25 l'utilisent tous les jours et on sait qu'il y en a qui ont des relations, voire des relations entre guillemets affectives avec même chez des adultes et ça interroge beaucoup. L'usage de l'IA comme un succédané de psy, ça devient courant. Et ça pose vraiment aussi des questions de qu'est-ce que ça va avoir comme impact justement sur la structuration psychique et la santé mentale des usagers. Donc, c'est vraiment une transformation et c'est intéressant de le penser à l'échelle de la relation. On rentre en relation avec non plus un objet, mais quelque chose d'hybride qui va avoir comme ça. Il y a même certains penseurs, comme Richard Dawkins, qui poussent le curseur en disant qu'elle est déjà consciente. On n'est pas obligé d'aller jusque-là, loin de là, mais on peut déjà commencer à se dire que penser cet objet, non pas comme l'éthique de l'outil, mais quelque chose d'un petit peu différent, comme une relation peut être intéressant aussi pour anticiper justement les usages délétères. Et en parlant du coup de relations, ça nous fait une transition vers le point que l'on va aborder désormais, qui est celui de l'IA, mais cette fois mis à disposition de la coopération et de la démocratie. Comment est-ce que, avec tout ce que l'on vient de dire, on peut transformer ces usages, transformer les intentions que l'on met sur l'IA, pas transformer tellement, mais en tout cas mettre au service de nos relations, nos prises de décision, notre gouvernance en interne. Alors, on va faire ce petit focus. On se rend compte quand même, bon, l'IA, aujourd'hui, elle est majoritairement aux mains d'une économie qu'on peut nommer extractiviste, délétère, mais elle a aussi, si elle est très bien encadrée, venir soutenir donc la médecine, la recherche. Il y a plein d'endroits où elle peut s'avérer aussi dans la protection environnementale. Il y a des projets incroyables, notamment de protection forêt amazonienne. Enfin, plein de choses ont émergé. Nous, on vous propose ce focus sur ce qui est notre objet aussi, qui est la coopération et la question démocratique. On peut voir, nous, par notre pratique, on sait que ces outils peuvent apporter certaines choses. Par exemple, en tant qu'outil à disposition, on a de la facilitation. Ce qu'on entend par facilitation, ça va être l'émergence des réflexions, des idées dans un collectif, la prise en compte de la pluralité des points de vue, et qui permet donc de débiaiser les prises de décision. L'IA, avec sa capacité générative et analytique, est vraiment là un vecteur de facilitation. Par exemple, on peut avoir des systèmes d'IA qui, à partir de l'analyse des temps de parole, évaluent comment les prises de décision ont été équitables en fonction des personnes présentes autour de la table. On peut avoir des systèmes d'IA qui permettent de faire apparaître et d'expliciter des arguments qui pourraient être même minoritaires, aussi pas du coup ressortir le plus d'une assemblée, mais donc d'être un moyen de présenter une synthèse la plus riche, la plus plurielle, mais aussi la plus compréhensible par tous et toutes à l'issue d'un débat, à l'issue d'une réunion, à l'issue d'un temps collectif. Et évidemment, ça c'est ce que l'on a déjà l'habitude de faire souvent le plus avec l'usage de l'IA générative, c'est sa capacité à pouvoir résumer, synthétiser des documents. Tu me complètes hein, si tu veux, Audrey.
Oui, non, ça va. Je pense que comme les slides suivantes vont nous permettre de compléter pas mal, peut-être sur la révélation des dynamiques, on a des outils qui sont assez utiles dans cette analyse. On peut comme ça regarder ce qui se passe, détecter les consensus, voir les controverses, mettre aussi à disposition des cartographies de controverses. Et donc tout ça, ça vient servir le travail qui peut se faire dans le groupe. C'est extrêmement utile pour aller plus loin et pour surtout étendre le groupe. Parfois, à 4-5, c'est faisable, mais selon certaines dimensions, passer par ces outils de synthèse intermédiaires sont extrêmement utiles. Alors, peut-être que ce qui est la finalité, on peut imaginer ça, c'est cette question de la démocratie. Il y a une étude géniale que je vous recommande vraiment, qui est A High Enhanced Deliberative Democracy and Futures of Collective Will de Revel et Pénigaud, qui vient analyser justement les outils d'intelligence artificielle qui ont été utilisés donc d'un point de vue mathématique, voir comment est-ce qu'ils viennent servir la qualité de délibération sur des grands groupes. Et il y a une voie étroite d'une forme de démocratie augmentée parce que ça permet vraiment d'aller dans cette notion de la délibérativité. C'est ce que Habermas appelle l'éthique de la discussion, c'est comment la démocratie permet justement la construction de normes par la délibération et ces outils viennent à la fois éliciter, c'est-à-dire rendre claires les pensées réflexives du collectif. Elles viennent concaténer celles qui se ressemblent, elles viennent donner en fait à lire et à clarifier pour tous ce que le groupe pense. Et ça permet comme ça en fait de faire de l'agrégation intelligente, de réflexion et de faire des cycles de réflexifs sur les grands nombres. Donc c'est extrêmement intéressant. Là, j'aimerais bien qu'on passe aux deux exemples qui notamment qui existent. The Habermas Machine, où je citais ce philosophe allemand qui travaille notamment sur cette question de la délibération, et on a ici donc également Generative Social Choice de Harvard, qui sont des outils en ligne que vous pouvez trouver où vous pouvez mettre en place justement des processus de délibération, et ils ne vont pas utiliser exactement les mêmes concepts, les mêmes procédures qui se fondent quand même notamment sur la science de la délibération, et ce sont des modèles d'aide. Donc justement, il y a une réflexion à avoir à chaque fois quand on va aller choisir ces outils, parce qu'il y a automatiquement des biais qui ne sont pas forcément des biais entre guillemets mauvais, c'est-à-dire que tout est biaisé. La question, c'est quel biais en fait on choisit en conscience, et donc choisir ces outils-là demande de maîtriser aussi derrière l'impact que ça peut avoir. Cependant, ils permettent d'envisager une délibération à une échelle qui jusque-là était impossible. Ça va produire des résultats intermédiaires, vraiment ça va créer des espèces d'avis qui n'auraient pas existé, où on pourrait imaginer, il y a des choses qui se font par exemple, pour venir donner des agents qui reprendraient tous les corpus de certains penseurs, éthiciens, philosophes, et qui pourraient eux-mêmes être sollicités, entre guillemets, pour avoir un avis qui serait documenté à partir d'une posture éthique spécifique. On peut en fait imaginer que l'IA vient soit agréger, soit elle vient aussi générer, mais à partir de quelque chose, elle ne génère jamais à partir de rien, des postures et des idées dans des réflexions délibératives. C'est là où on regarde, nous, comment est-ce que, d'un côté, l'intelligence collective peut venir servir la conception éthique de l'IA, on en reparlera plus loin, et d'un autre côté, comment le numérique, de manière générale, peut venir soutenir la citoyenneté et la démocratie. Et c'est un champ qui existe, qui s'appelle les civic tech, et je vous invite éventuellement à aller voir justement les productions qui sont faites par Décider Ensemble ou l'Observatoire civic tech de la démocratie numérique, avec comme ça tout un tas de clusters de solutions qui existent et qui n'utilisent pas toutes de l'IA, parce que justement l'IA, c'est à utiliser avec mesure à des endroits où c'est pertinent, et il y a des outils justement de civic tech qui n'ont pas forcément besoin d'IA ou d'un peu, ou sur des modèles très réduits, ce qui limite considérablement leur impact. Et désormais, on va encore réatterrir un peu plus proche, un peu plus près de chacun d'entre vous. Puisqu'on a vu que en son sein, l'IA soulève des questionnements éthiques et des besoins d'encadrement, à l'échelle d'une organisation, ça amène déjà des réflexions, des prises de décision. On aura l'occasion d'en reparler en fin de cette présentation.
Et là, on va faire un petit laïus sur déjà l'échelle d'une équipe, l'échelle individuelle, l'échelle donc de sa propre collaboration avec l'IA au quotidien. Quelle posture, quelle pratique on peut mettre en place. Déjà, ce que l'on peut se dire, c'est que pour utiliser l'IA de manière responsable, comme on l'a vu aujourd'hui, ça nécessite de comprendre, donc de passer par cette phase d'appropriation du savoir pour savoir à quoi bon mettre en place des bonnes pratiques responsables. Sur quoi ça s'appuie. Puis ensuite, il y a deux choses essentielles qui nous semblent importantes à transmettre ici. C'est à la fois le savoir-faire, et oui, une fois qu'on a compris ces écueils, comment est-ce que j'utilise au mieux l'intelligence artificielle générative, à la fois pour limiter son impact, à la fois pour me faciliter la vie et obtenir des résultats plus efficaces, donc pareil, aussi moins énergivores, aussi bien en temps qu'environnementalement. Et donc, cela passe nécessairement par une compétence dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est celle de l'apprentissage du prompting, l'art du prompt. On va y revenir tout à l'heure, mais donc c'est cette capacité à pouvoir rédiger des requêtes, des consignes auprès d'un modèle de langage qui lui permettent d'être le plus efficace dans sa réponse. Et donc d'adapter sa manière de réfléchir à un mode conversationnel avec l'IA. Et puis enfin, il y a une question de posture. On aurait pu parler de savoir-être, mais en réalité, c'est bien plus large que ça. C'est comment est-ce que je décide de collaborer avec l'IA? Quelle est ma posture de responsabilité, ma posture de collaboration avec l'IA? Et je vais y revenir tout à l'heure. En termes de bonnes pratiques sur un champ purement déjà environnemental et essayer de la maîtriser, c'est se rappeler que souvent, c'est pas vraiment d'IA dont on a besoin. Ça va être finalement peut-être une petite recherche informatique, peut-être trouver le petit logiciel qui nous manquait. En réalité, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on observe nous beaucoup au LICA au quotidien. Quand on a des demandes de nos clients externes, beaucoup arrivent avec la présomption que c'est d'IA dont ils ont besoin, alors qu'en fait, j'exagère, je tire le trait, mais c'est d'un bon vieux Excel avec la parfaite formule qui leur suffirait amplement. Donc c'est intéressant parce que, à minima, elle nous amène les deux pieds dans la digitalisation x10 quand on n'a pas encore eu l'occasion de prendre à fond ce chemin-là. Mais gardons notre discernement. On n'a pas toujours besoin d'IA finalement pour la tâche en question. Le deuxième point, c'est éviter les requêtes inutiles. Le fameux dire merci dans un prompt. Mais pareil, c'est réfléchir à est-ce que j'ai vraiment besoin d'IA pour cette tâche rédactionnelle ou est-ce que j'irai pas plus vite à rédiger mon petit compte rendu ou mon mail ou à faire cette requête plutôt sur un moteur de recherche qu'en passant par Mistral, ChatGPT et autres. Faire des requêtes évidemment et demander des réponses concises, en tout cas avoir en tête que l'IA parfois peut avoir tendance à élaborer un grand raisonnement, une grande réponse et donc générer beaucoup de texte alors qu'on aurait préféré en avoir 2 lignes. Donc le préciser dans son prompt. Réutiliser et affiner soi-même. Ça, c'est l'idée de se dire, en fait, j'ai assez, c'est bon. Ma synthèse, là, je pense qu'il va falloir que je la peaufine en 2-3 phrases, mais je ne vais pas demander à l'IA de le faire parce que je suis en train de rentrer dans une espèce de vortex collaboratif avec l'IA où je suis alimentée par l'outil à poursuivre la conversation quoi qu'il en soit. Donc là encore, c'est la petite pancarte au-dessus de sa tête, discernement. Là, je vais juste copier le résultat, le coller ailleurs dans un document, dans mon mail, et le signaler moi-même. Et c'est intéressant de se le dire parce qu'on est vraiment dans cette tentation-là de l'infini avec l'IA, comme on a ces mêmes mécanismes attentionnels sur les réseaux sociaux. Faut pas, il n'y a pas de magie là-dedans, c'est calqué sur ces théories de l'attention qui sous-tendent les fonctionnements attentionnels des réseaux sociaux. Limiter les usages énergivores s'ils ne sont pas utiles dans notre pratique quotidienne. En tout cas, se poser les questions. Encore une fois, c'est entre vous et vos propres besoins. Favoriser des petits modèles ou utiliser des IA en local, c'est-à-dire sur sa machine, sur le serveur de son organisation, pour des tâches où la puissance de calcul que l'on a à notre disposition est suffisante. Et s'intéresser au mix énergétique des pays
où tournent les data centers. Par exemple, un ChatGPT sur le sol européen ou l'inverse, pardon, sur le sol états-unien et un Mistral sur le sol français ne sont pas du tout alimentés énergétiquement de la même manière d'un point de vue carbone. Nous, on a une énergie qui est beaucoup moins carbonée, beaucoup plus basée sur le nucléaire, par exemple, par rapport aux États-Unis où on va retrouver du charbon, du gaz à l'origine du système énergétique. Donc, ça donne plein de clés comme ça à se poser et qui revient à faire des choix derrière, d'outils même, de sélection d'outils d'IA. La posture, du coup, là, on est en plein dedans. Ce qu'on aime dire au LICA, c'est que cette posture de co-création avec l'IA, cette posture d'assistance par IA, et pas une posture du coup de je perds le contrôle, c'est un grand pouvoir. Parce qu'en fait, ça nous permet tellement de démultiplier notre rapidité d'exécution. Mais ce grand pouvoir, il implique deux grandes responsabilités qui sont apportées à un niveau individuel et à un niveau collectif, et qui reposent sur ces différents points, à la fois connaître les limites de l'IA générative, savoir où elle va tomber dans des écueils, où elle peut faire des erreurs, reconnaître humainement, en tant qu'humain, ses propres terrains d'expertise à soi, et là où on n'est pas suffisamment en maîtrise du sujet pour être un bon relecteur, un bon correcteur. Prioriser, là c'est faire preuve de sélection dans les usages de l'IA ou non. Mobiliser ses compétences douces, on en a parlé tout à l'heure. Et enfin, le fameux art du prompt sur lequel on va s'attarder une minute juste à présent, justement. Que parle-t-on, que veut-on dire quand on parle d'art du prompt? On va en parler. En tout cas, l'idée, c'est de se dire que intégrer l'IA, c'est comme intégrer entre guillemets, un collaborateur junior dans son équipe, sauf que c'est un collaborateur qui sort des meilleures écoles. C'est une tête. Mais ça reste un junior. Donc, je vais avoir besoin de cadrer mon besoin de manière à ce que le résultat soit et pertinent et correct et ne me mette pas dans des zones de risque. Ce qu'on peut envisager du coup en termes de posture de collaboration, c'est d'éviter ce qui est en haut, c'est-à-dire il y a des choses que je fais solo, mes tâches, missions par l'humain, et des tâches que je délègue entièrement à l'IA. Le risque, c'est que je délègue des compétences que je ne maîtrise pas bien. Le risque, c'est que je ne prenne pas l'effort, que je ne fasse pas l'effort cognitif de relire, et donc que je tombe dans les problématiques d'aliénation qu'on a vues tout à l'heure. Nous, notre recommandation, c'est plutôt en bas. Donc, je suis en maîtrise de l'ensemble de la chaîne des missions que je réalise, et je fais faire une partie à l'IA et je suis en pilote. Et c'est là que je suis capable de superviser et de garder la maîtrise du résultat. Maintenant, rentrons un peu sur le sujet du prompting. Le prompting, il faut le considérer de cette manière-là. Un bon prompt, donc une bonne requête, une bonne consigne rédigée à l'IA, c'est l'incarnation de mon savoir-faire, mon expertise à moi, que j'ai pris le temps de poser en mots. Et ça, c'est pour guider l'IA vers mon attente, mon besoin à moi. En fait, faire une bonne requête, ça demande un peu de temps. C'est là où on contrecarre l'idée reçue du fait que l'IA fait nécessairement gagner du temps. Oui, mais à condition d'en passer un tout petit peu avant pour peaufiner l'objectif qu'on veut atteindre. L'importance du prompting, elle se situe sur ces différents points-là. Et pour revenir un peu en synthèse sur ce qu'on a pu voir, on sait que l'IA, elle donne des résultats qui sont probables. Elle a la capacité à inventer pour combler le vide, plutôt que de dire qu'elle n'a pas l'information ou qu'il manque une information dans ma requête pour lui permettre d'aboutir à quelque chose qui soit proche de mon contexte. Elle respecte ce qu'on lui demande, mais à peu près, parce qu'elle est capable d'inventer, etc. Et, comme le disait Audrey tout à l'heure, elle aura toujours tendance à aller dans votre sens. Donc, sur la base de ça, savoir prompter, c'est savoir dompter l'IA, en fait. C'est partir du principe qu'elle ne fonctionne effectivement pas comme un humain, et donc devoir être presque un pédagogue le plus didactique possible, en écrivant clairement son besoin dans sa demande.
Et en plus de ça, ça permet d'éviter la démultiplication des requêtes au sein d'une même conversation infinie où soi-même on se perd et où en plus on génère énergétiquement un poids à notre conversation qui aurait pu être évité. Donc quand on parle de prompt, peut-être que ça vous parlera, mais on va revenir vraiment rapidement sur le décortiquage de ce qu'on veut mettre dans une requête. Retenez ça. Pas forcément toujours dans le même ordre, mais on vous invite à vous assurer qu'il y a à peu près toutes ces informations-là. Demandez à l'IA quelle expertise chez elle je sollicite, un rôle, par exemple, en tant que journaliste rédacteur pour le web, si c'est un article web que vous êtes en train de rédiger dans le cadre de votre média. L'objectif que vous attendez vraiment, est-ce que finalement je veux vraiment avoir un article ou j'ai d'abord besoin d'avoir une recherche bibliographique avant de me lancer? Donc là, ça demande ce temps d'arrêt sur image pour soi-même. Et après, là, je donne un maximum d'éléments de contexte pour éviter les zones de vide, les zones d'interprétation où l'IA va s'engouffrer et nous amener du contenu hors sujet. Donc, je donne du contexte un maximum. Je lui donne des contraintes de ton, de taille, etc. Et enfin, le mieux est encore de s'appuyer sur des sources qui sont fiables, qui sont celles que j'ai choisies. Ça peut être des exemples que j'ai moi-même produits, que des sources web sur lesquelles je l'invite à faire ses recherches plutôt qu'ailleurs. Et donc de biaiser sa recherche sur mon souhait originel et pas sur son corpus sur lequel elle va avoir tendance à aller tout de suite. Donc c'est là qu'on voit que le prompting, c'est bien une compétence à part entière et ça nous amène à cette posture de responsabilité dont on n'arrête pas de vous parler depuis le début de la présentation. Et j'irai rapidement sur quelques bonnes pratiques, du coup, pour conserver cette vision responsable de l'usage de l'IA. En essayant peut-être de ne pas répéter ce que je vous ai dit. Je vous ai parlé un peu de l'utilisation d'IA en local. On a pu aborder cette question de la forte collaboration humain-IA qui permet de conserver du coup ces historiques de modification, mais qui permettent d'attester que j'ai bien mis mon savoir-faire, mon savoir, mon expertise dans la production de l'IA et que je suis capable de dire que j'ai un droit d'auteur dans ce qui vient d'être produit. C'est aussi une question de transparence. Là, derrière, on peut avoir des instructions personnalisées dans son modèle de langage qui permettent d'encadrer les réponses. Par exemple, une petite faute d'orthographe là, vous m'excuserez. Choisis des sources hautement fiables, que je peux préciser, et donne-les à chaque fois que tu poses une réponse. Sois le plus honnête possible et n'invente rien. Sois honnête, ça demande quand même à être explicité. Peut-être que ce que je veux dire par là, c'est évite d'aller tout le temps dans mon sens et apporte un regard critique à mes propositions, etc. Anticiper les biais, c'est avoir conscience de ses propres biais, des biais de sa requête, et donc de rédiger le plus possible des biais qui restent le plus larges en termes des prompts les plus larges possibles pour éviter de s'engouffrer du coup dans des représentations, des stéréotypies que l'IA reproduit. Les méthodes de fact-checking qui sont d'aller vérifier, relire et vérifier encore. Bien cibler ses usages, ça on l'a dit, limiter les excès, on l'a abordé, choisir ses outils en conscience à partir là d'une grille de critères éthiques qui va être celle souvent de son organisation justement. Protéger ses données, ça passe souvent par le paramétrage de l'outil choisi. Et enfin, vérifier. Je n'arrête pas de le dire, mais bon, je pense que c'est toujours utile de remettre une bonne grosse couche, tellement c'est important. Et donc, du coup, pour finir, on vous donne quelques clés comme ça. Donc, les modèles les plus éthiques, le premier, c'est le pas d'IA. Et oui, donc toujours se poser la question, est-ce que j'ai besoin d'une IA? Donc, il y a un modèle génial qui est le vous-même. Et quand vous avez quand même besoin, on vous recommande une instance en local. Donc, il y a des modèles assez chouettes là-dessus. Vous allez avoir Apertus, qui est une version suisse qui est extrêmement bien, qui est très éthique. Vous avez Mistral, le français. Vous avez aussi les modèles chinois qui ont qui sont assez précis et qui ont un rapport, entre guillemets,
qui sont assez légers pour une grande précision. Et ils sont assez performants là-dessus, mais il faut absolument les avoir en local. Sinon, vous avez les IA que nous, on trouve les plus éthiques, et on va vous expliquer pourquoi. Donc, il y a Euria qui est produit par Infomaniac. Infomaniac, c'est produit des solutions de cloud et tout un tas de chaînes de collaboration où il y a un vrai engagement éthique sur la donnée et sur l'environnement. Je me permets de leur faire de la pub, mais vraiment dans les benchmarks, aujourd'hui, Infomaniac est quand même très solide. Derrière, vous allez avoir Claude AI qui a quand même une posture éthique qui, par rapport à ses confrères, on va dire, qui viennent des États-Unis, est moins pire. Vous allez avoir Duck AI, qui est DuckDuckGo, qui est la plateforme de recherche, qui va comme Mammut, c'est la même chose, vont faire une interférence en fait. Ils vont utiliser tout un tas de modèles, mais ils vont anonymiser vos données et vont au moins vous offrir une protection. Ils vont s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite, ce qui est déjà un minimum intéressant. Et tout ceci, on peut vous recommander une plateforme. Alors, je ne sais, on va attendre que la slide apporte. Voilà. On vous recommande de jeter un œil à quelque chose qui s'appelle themoralscore.org, qui est une plateforme en fait d'analyse éthique de tout un tas de produits. Alors, il n'y a pas qu'il y a, en fait, ça concerne quasiment tous les aspects de la vie. Quand vous avez à faire un choix, vous savez, c'est comme consommateur, choisir, enfin, voilà. Là, vous avez quelque chose qui analyse les produits, notamment selon les critères des objectifs de développement durable. Et c'est quand même très intéressant d'y aller, même de prendre un abonnement pour avoir le détail de pourquoi est-ce qu'on a ce classement. Et donc, c'est là où on trouve Apertus et Euria en premier. Et derrière, vous allez en fait avoir toute la liste et on se rend compte. Mais moi, j'ai pas réussi à trouver Grok dedans, mais vous allez pouvoir justement regarder donc et même leur dire en ce sens, tiens, il y a tel modèle qui n'est pas encore évalué, il y a une interaction possible avec MoralScore. Voilà, c'est une suggestion, un outil très pratique au quotidien, pas que pour l'IA, dans l'aide au choix, à la décision, pour avoir des pratiques plus éthiques de manière générale. Alors, peut-être, je te laisse introduire le sujet. Et je pense que ça nous permet d'atterrir sur la fin aussi tranquillement, les dernières choses qu'on voulait vous partager pendant ce webinaire. L'idée, c'est justement de pouvoir mobiliser, nous, dans notre pratique et dans toutes les recommandations que l'on profère à nos partenaires, notre écosystème, mobiliser l'intelligence collective pour prendre de bonnes décisions sur l'IA. C'est l'intelligence collective qui permet de poser par design les critères éthiques, les angles morts que l'on n'a pas forcément en tête si l'on prend en petit comité les grosses décisions sur l'IA, mais c'est aussi un moyen de poser, et peut-être qu'on va pouvoir atterrir sur la question de la charte éthique, Audrey, de poser du coup en collectif, formellement, ces principes qui permettent de diriger les usages de l'IA, les décisions et les usages sur l'IA. Peut-être que je vais directement du coup à la charte. Je fais un truc très court. Oui, moi je fais ma thèse là-dessus. Je m'assure justement, je viens étudier à quel moment les pratiques de collaboration sont vraiment solides pour produire une pensée, une réflexivité éthique qualitative dans la conception et la gouvernance de l'IA. C'est vraiment l'objet de ma thèse que je fais ici à l'AMU et je regarde en quoi justement cette intuition qui est celle du LICA de venir utiliser la force du collectif dans l'encadrement éthique, sur quoi ça s'appuie, en quoi c'est solide, à quel endroit il y a des écueils à éviter. Donc ça, c'est l'objet de recherche aussi de mon côté. Et donc effectivement, passons directement à un exemple local qui existe, qui est la piste. Vous avez chez vous, dans le territoire grenoblois, un lab d'innovation publique interadministration qui a fait ce travail, qui a réalisé des ateliers interadministration pour avoir une pensée justement d'encadrement de l'usage de l'IA et qui a produit cette charte éthique
assez simple en plus. Ils ont fait ça de manière très didactique. Donc, vous avez ici le QR code et l'adresse. Et vous allez trouver facilement en fait la liste ainsi que les règles qui ont été mises en place. Vous pouvez télécharger cette charte et elle est intéressante aussi dans le sens où, comme elle a cette couleur administrative, il y a probablement dedans des éléments qui vont résonner justement avec vos pratiques parce que vous êtes justement à des endroits qui sont similaires. Et c'est vraiment une démarche qu'un grand nombre d'universités sont en train de toute façon de prendre, et on trouve sur Internet des chartes éthiques universitaires françaises qui sont de super pistes d'inspiration qu'on a pu utiliser nous ici avec l'Université Aix-Marseille également. Pour atterrir peut-être sur les initiatives de l'université. Et oui. Voilà. Ouais. Voilà. Voilà. Alors, comme on vous l'a dit, ça c'était plutôt. Moi, je te propose, ça c'était pour rappeler que l'université, vous avez des sources, mais je reviendrai peut-être, si on prend 1 minute, sur la page juste avant, pour faire en fait une petite conclusion, si tu veux bien. La posture qu'on vous dit de responsabilité, elle est aussi une manière de faire une petite résistance à l'irrévocable. C'est-à-dire qu'on nous vend comme ça une espèce de grand remplacement par l'IA. Et surtout, c'est cette accélération à laquelle on peut résister. L'idée, c'est d'aller vers un usage donc sobre, intelligent, raisonné de ces outils, de ces capacités qui existent, mais qui passe d'abord par développer sa propre puissance au sens philosophique et son autonomie pour avoir cet usage raisonné et avoir des choix qui soient avisés, voire qui demandent parfois du renoncement, que ce soit collectif et individuel. On a des choix que l'on peut faire quand on va se retrouver dans le cadre de nos aînés. On peut d'un côté soit décider d'épargner en disant qu'on va leur offrir une automatisation domestique, tout en à côté pouvant rentrer dans une forme de bataille sur la revalorisation de certains métiers du soin et de l'accompagnement, en se disant que éventuellement, le robot ne remplacera pas l'attention et le lien social. C'est en fait une réflexion qui est sur un champ un peu politique aussi de qu'est-ce qu'on a envie de voir se développer dans l'IA. L'idée, c'est d'avoir une conscience de la manière avec laquelle on a envie de produire ces outils. Petite note aussi, il a été utilisé, enfin, il y a des expériences assez fortes qui existent dans le monde qui s'appellent The Moral Machine, qui a demandé dans le monde entier des avis pour les personnes sur justement comment est-ce qu'une voiture autonome doit parfois sélectionner les personnes qu'elle doit écraser, qui est-ce qu'elle doit préserver. Et rien que ces données-là qui sont sur des millions de personnes permettent également de voir des questions d'éthique, c'est-à-dire aussi comment est-ce que nous, quand on va concevoir ces outils d'IA, comment est-ce que, justement, l'humanité, qu'est-ce qu'elle en veut? Parce qu'on n'a pas non plus tous les mêmes points de vue. Il y a en fait tout un chemin pour la conception et l'usage éthique de l'IA. Alors, donc, en conclusion, pour aller plus loin, vous avez des outils qui sont ceux de l'UGA et on voulait vous rajouter des petites sources. Donc, est-ce qu'on peut revenir sur la page des sources et rester dessus? Tac, non, hop, on est dans l'autre sens. Choup, choup, choup. Voilà. C'est juste là, voilà. Vous pouvez, si vous voulez vous tenir informé, voici quelques petites recommandations, elles ne sont pas du tout exhaustives. Et d'ailleurs, j'aurais rajouté, c'est un oubli de ma part, The Conversation, où vous pouvez trouver aussi des articles très, très, très bien faits et très bien vulgarisés, entre guillemets, pour suivre l'actualité de l'IA. Si vous avez des adolescents, Chute Explore est extrêmement bien fait pour avoir ça. Vous allez avoir des podcasts. France Culture a quand même quelques suivis qui sont assez bons aussi. Quelques newsletters pour ceux qui voudraient aller un petit peu plus loin. Donc, voilà. Et pour ceux qui sont intéressés par la question géopolitique, Le Grand Continent est aujourd'hui une publication tout à fait remarquable à ce sujet. Voilà. On va prendre une question. Nous en avons une. Avant de clôturer ce webinaire, on nous demande, alors je te pose la question, Marlène, les IA qui sont recommandées, que penser de l'assistant, l'IA du gouvernement? Est-ce que toi, tu l'as exploré? J'ai pas les accès. On n'a pas les accès en tant que non-agent du service public. Donc non, j'ai jamais pu le tester. Par contre, j'ai suivi de loin son lancement. Ce qui est intéressant, c'est que justement, on est sur une IA souveraine. Derrière, c'est des modèles de chez Mistral qui ont été implémentés, qui sont encadrés par des principes éthiques et de responsabilité et de sécurité des données qui sont ceux de l'État.
Donc, c'est plutôt, je trouve, un outil, sans avoir été testé vraiment, la performance, des résultats qui inspirent et qui méritent au contraire d'être utilisés, testés au moins en interne, même si bon nombre des structures ont souvent déjà un abonnement autre par ailleurs. Mais de mon point de vue, d'un point de vue purement éthique, c'est plutôt chouette comme initiative, comme investissement, qu'il y ait pour l'ensemble du service public une IA qui soit souveraine et qui soit RGPD compatible et qui soit hébergée en France, etc., etc. Après, je pas encore les accès. Je ne sais pas si on les aura. Je te propose qu'on remette la slide qui montre les ressources de l'UGA pour clôturer. Parce que quand même, sachez que vous avez à Grenoble, vous avez un pôle 3C qui est quand même remarquable dans la recherche sur l'IA, et vous avez du coup énormément de ressources en interne pour aller plus loin. Notamment, je sais qu'il y a le développement actuel de Alicia, qui est un agent conversationnel auquel vous avez accès. Il y a un transcripteur qui est en bêta-test. Vous avez votre propre charte, le guide d'usage responsable de l'IA, qui va probablement revenir sur certaines choses qu'on vous a dit, mais qui sera beaucoup plus précis concernant vos métiers. Et surtout, vous avez des groupes de travail métier. Et ça, moi, je vous le recommande vivement parce que justement, ce sont ces pratiques d'intelligence collective dont on parlait qui sont justement très riches dans la manière de mieux s'approprier cette transformation sociétale qui vient. Voilà. Donc, on vous remercie pour votre attention. On a à peu près tenu le timing, si on compte le fait qu'on avait décalé un petit peu le début. Et s'il reste, je pense qu'on peut s'arrêter là. Un très grand merci à vous. Et vous n'hésitez pas à venir voir les informations concernant Igor, concernant le LICA et concernant justement l'UGA. Merci infiniment Merci. à vous deux, Audrey Merci et beaucoup. Marlène. Merci aussi à Didier. Retrouvez toutes les informations et les actualités